Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ces derniers temps, j'avais commencé à faire un état des lieux en vidéo des moyens aériens de renseignement. C'est toujours en cours, d'autres vidéos devront suivre. Je travaille encore dessus. Et l'actualité en Ukraine ces dernières semaines braque justement les projecteurs sur ces avions assez peu connus et qui sont pourtant essentiels pour évaluer la situation, mais aussi préparer de futures frappes éventuelles. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux moyens déployés par l'OTAN en Ukraine pour comprendre ce que l'on surveille, comment on le surveille et dans quel but. Je ne vais pas faire une vidéo sur les causes de ce conflit, certaines personnes ont fait ça bien mieux que moi, comme AT sur YouTube, mais surtout parce que ce n'est pas dans ce domaine historique que j'ai le plus de connaissances et d'expertise. Nous allons nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, la Russie envahira-t-elle vraiment l'Ukraine ? Quels seraient ses objectifs ? Quelles en seraient les conséquences pour l'Europe ? Et à quel genre de conflit pourrait-on s'attendre ? Mais avant ça, on va parler des moyens de renseignement qui sont actuellement déployés en Ukraine. Pour cela, je vais faire référence à un article qui est paru sur le site The Warzone. Un article très intéressant car il montre les trajectoires de plusieurs avions de renseignements occidentaux dans le secteur. Alors, il est en effet possible de suivre sur Flight Radar certains appareils sur une partie, voire la totalité de leur vol. Pourquoi opérer ouvertement de cette manière en sachant que la Russie a tout à fait accès à ces informations en direct ? Bien parce que le but est avant tout dissuasif et de montrer ainsi à la Russie qu'on les surveille étroitement. Mais il y a aussi d'autres raisons. Pour cela, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on utilise les drones dans l'espace aérien. Donc là, on est plus dans la circulation aérienne, ce qui touche à mon métier de contrôleur aérien. Pour les avions, ceux-ci s'intègrent généralement dans la circulation aérienne civile et ils sont souvent contrôlés par des contrôleurs civils jusqu'à arriver sur la zone d'opération. Donc pour intégrer les avions dans la circulation aérienne civile, ça ne pose pas de souci. Mais surtout, la navigation des drones nécessite une plus étroite collaboration et coordination entre les civils et les militaires. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire évoluer sur les mêmes routes et dans le même espace aérien des drones et des avions pilotés. Ça, c'est du réglementaire. C'est un domaine dans lequel j'avais participé dans l'armée de l'air lorsque l'on mettait justement en place des drones pour surveiller Paris à l'occasion de certains événements. Il faut savoir que pour créer des couloirs qui sont exclusivement réservés aux drones pour leur permettre de naviguer, on va faire ce que l'on appelle de la ségrégation d'espace. Les contrôleurs aériens civils vont donc faire éviter ces couloirs lorsqu'ils sont actifs à leurs avions car un drone ne peut pas assurer une règle de base de circulation aérienne, à savoir l'évitement à vue. Il faut un pilote pour faire un évitement à vue à bord d'un avion, chose que ne peut pas faire un drone. Voilà pourquoi on ne fait pas évoluer des drones dans le même espace aérien que les avions, hormis quelques particularités. Les militaires qui pilotent le drone doivent donc entrer en contact avec le contrôle aérien civil pour les prévenir en avance de l'activation de couloirs spécifiques. Ces couloirs sont généralement publiés dans l'information aéronautique, comme c'est le cas en France, si ces routes sont amenées à être utilisées régulièrement. Si c'est ponctuel, cela fait l'objet d'une collaboration en amont. Ces routes sont découpées en tronçons que les militaires vont activer auprès du contrôle aérien civil au fur et à mesure que le drone va avancer, de façon à ne pas pénaliser une zone dans laquelle l'avion n'est pas encore ou dans laquelle il n'est plus. Ainsi, les contrôleurs peuvent alors faire passer les avions civils à nouveau dans ces endroits ou dans ces tranches d'altitude, lorsque le drone n'y est plus ou n'y est pas encore. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on peut suivre certaines trajectoires des drones américains sur Flight Radar. Bien entendu, quand le drone arrive sur la zone de travail, il est possible que les militaires coupent le transpondeur et donc n'apparaissent plus sur Flight Radar. Et cela va alors demander une coordination encore plus étroite avec le contrôle aérien civil qui gère justement ce secteur, puisque le contrôle aérien civil ne pourra plus voir le drone sur ses radars. Alors, les militaires seront donc dans ce cas responsables du maintien de la zone par le drone, afin de ne pas mettre en danger des avions de ligne évoluant à proximité de ce secteur.
Parmi les drones américains utilisés, on trouve des RQ-4 Global Hawk basés à Sigonella en Sicile. C'est la trajectoire orange que l'on voit justement sur cette carte. On constate que ce drone travaille à l'intérieur de l'Ukraine en surveillant la frontière russe à l'est, mais aussi à la frontière nord avec la Biélorussie. Alors, la Biélorussie inquiète aussi, car c'est un allié proche de la Russie et il n'est pas écarté qu'elle puisse participer à l'ouverture d'un autre front en cas de guerre pour disperser les moyens ukrainiens en cas d'attaque. D'ailleurs, la capitale d'Ukraine, Kiev, est très proche de la frontière biélorusse. Si la Russie veut frapper le pouvoir ukrainien, il y a de fortes chances que cela se fasse depuis le nord, raison pour laquelle de nombreuses missions de reconnaissance visent à surveiller la Biélorussie. Pas seulement pour les forces biélorusses, mais aussi si des forces russes venaient à se prépositionner dans ce pays, et on verra un peu plus loin que c'est le cas. D'ailleurs, ces deux pays ont effectué jusqu'au 20 février des manœuvres militaires importantes qui pourraient cacher justement autre chose, notamment le fait que la Russie puisse profiter de cet exercice pour baser des équipements militaires supplémentaires. L'avantage du Global Hawk est qu'il peut rester en l'air pendant environ 36 heures et ainsi assurer une veille sur zone. L'avion évolue à très haute altitude, au-dessus de la majorité du trafic civil, donc ce n'est pas un problème de ce côté-là. Il faut aussi comprendre que plus un avion vole haut, plus ses capteurs pourront capter des émissions radars ou radio venant de loin. C'est pourquoi les cercles que l'on observe sur la carte sont plus grands pour le RQ-4 que pour les autres moyens de reconnaissance. Le RQ-4 peut voler jusqu'à 60 000 pieds, ça fait environ 18 000 mètres. C'est en gros une altitude encore plus élevée que ce que pouvait faire Concorde, là où les autres appareils de reconnaissance sont plutôt dans les 30 000, 40 000 pieds, c'est-à-dire 9 000, 12 000 mètres. Le RQ-4 peut donc voir l'activité radar et radio loin à l'intérieur des frontières russes, ce qui peut s'avérer utile. On trouve aussi la version OTAN du RQ-4 américain, le RQ-4D Phoenix, qui opère visiblement en mer Noire, mais là-dessus, son transpondeur ayant été coupé dans sa zone de travail, on ne sait pas vraiment ce qu'il a vraiment exploré. D'autres avions opèrent dans la région, et notamment des RC-135V et W Rivet Joint. Alors, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois dessus, sur les capacités de ces avions, ce qui vous permettrait d'en apprendre davantage sur cet appareil. Son but en Ukraine, détecter les radars des missiles sol-air, mais aussi les antennes radio des postes de commandement lorsqu'ils communiquent avec leurs unités sur le terrain. Il faut comprendre que déployer autant de bataillons comme l'ont fait les Russes nécessite obligatoirement une très grande coordination, et ils sont donc obligés de communiquer par radio. Ceci permet d'identifier également les types de missiles sol-air, ce qu'on appelle les SAM, et de les localiser tout en surveillant l'activité des militaires russes. Les Rivet Joint localiseront également les brouilleurs GPS, car c'est aussi une capacité que les Russes utiliseront forcément en cas d'attaque. Tout ceci se fait en temps réel à bord de l'avion, mais peut aussi être décortiqué une fois au sol. Si l'OTAN devait intervenir, grâce à la capacité de ces Rivet Joint, mais en plus également des Global Hawk, elle aura une idée plus précise des objectifs qu'elle pourrait être amenée à frapper. Le EP-3E Aries 2, dérivé de l'avion de patrouille maritime P-3 Orion, c'est un avion qui est dédié au renseignement électronique et notamment pour le recueil de renseignements à distance pour la protection des porte-avions américains et surtout la surveillance des littoraux. Alors je traiterai justement un peu plus en détail cet avion dans une prochaine vidéo, je travaille encore dessus. Donc son rôle, comme je disais, c'est de surveiller les côtes et dans le cas présent en Ukraine, de surveiller la flotte russe de la mer Noire. Mais aussi, on a également des missions qui se passent en mer Baltique plus au nord. On verra pourquoi la mer Baltique intéresse également, alors que pourtant on est loin de l'Ukraine. Le P-8 Poséidon, c'est le remplaçant du P-3 de patrouille maritime, mais c'est aussi un avion dit multi-mission. C'est notamment dans la mission de renseignement que la demande sur cet avion s'est accrue ces dernières années. L'avion aurait une capacité de détection et de localisation des émetteurs radars
et peut-être aussi radio, c'est-à-dire des capacités ELINT et COMINT. Il a été remarqué que sur certains modèles, des antennes étaient apparues et qui n'étaient pas dans la version initiale. On ne sait pas à ce jour de quel genre d'antenne il s'agit. C'est pourquoi on suppose qu'il s'agit d'antennes dédiées à la mission ELINT, c'est-à-dire au recueil électromagnétique. L'avion aurait d'ailleurs des capteurs plus performants que les E8, dont on parlera un petit peu plus tard, pour ce qui concerne la surveillance des côtes. Sur les trajectoires que l'on voit ici, c'est ce qui apparaît en rose, on constate en effet que le P8 se concentre sur la mer Noire. L'avion est opéré par l'US Navy, mais aussi par la Royal Air Force, qui a d'ailleurs reçu son 9e et dernier appareil le mois dernier. La Royal Air Force semble plutôt ne pas opérer en Ukraine, pour l'instant en tout cas, mais ils se concentrent davantage sur leurs côtes. Donc ils surveillent davantage, je pense, la flotte russe qui peut être dans ce coin-là. J'ai aussi prévu de couvrir cet avion plus en détail dans une prochaine vidéo. Le E8C Joint Star. C'est un avion dont le rôle est ce que l'on appelle le BMC, Battle Management and Control. En gros, c'est la surveillance de ce qui se passe sur un territoire ennemi. Il dispose d'un radar à ouverture synthétique sous le fuselage, c'est cette grosse bosse que l'on voit, qui lui permet de scanner une large zone et de détecter les mouvements des troupes. C'est un radar qui va permettre de détecter principalement les véhicules qui se déplacent. C'est donc un avion très précieux pour surveiller les déplacements russes à la frontière, et ce, quelles que soient les conditions météo, puisque le radar permet de voir au travers des nuages, et donc quelle que soit la météo. L'US Air Force vient d'ailleurs de retirer son premier E8, et 3 autres devraient également être retirés du service cette année, puisque c'est un avion qui commence à être vieillissant et relativement cher à opérer. Ce qui nous amène à parler du Artemis. Le Artemis, on le voit un peu comme un remplaçant du E8 Joint Star, mais bien non, c'est pas un remplacement du E8 Joint Star. En fait, c'est un programme de l'US Army et non de l'US Air Force. L'US Army a lancé ce programme d'avion, mais la fonction est très proche du E8. Il est plus petit, il peut pourtant voler plus haut et assure une plus grande distance de visibilité, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on vole haut, plus on peut détecter des signaux venant de loin. D'ailleurs, on remarque qu'il opère en restant plus loin que d'autres moyens. Quand on regarde la trajectoire de l'avion, l'avion est toujours en phase de test, mais a quand même été déployé en Ukraine pour être visiblement testé à grandeur nature. Le RC-12X Guardial Command Sensor, il s'agit d'un avion basé sur une cellule de Beech King Air. Alors, sa portée est donc plus limitée, son altitude de vol plus basse, et il a visiblement opéré à proximité de la frontière biélorusse. Je ne rentre pas plus dans ce détail, je connais assez peu cet avion. Le MQ-9 Reaper. Le Reaper est le drone omniprésent quand les Américains surveillent une zone. Alors, à la différence des autres moyens, leur trajectoire n'apparaît pas sur Flight Radar. Mais on sait que l'US Air Force en a basé en Roumanie et donc qu'ils opèrent sur l'Ukraine et la mer Noire depuis ce pays. C'est un peu le drone tactique à tout faire qui permet aux Américains d'avoir des images en temps réel du théâtre d'opération, alors que les RQ-4 Blue Hawk, qui eux volent plus haut, gardent davantage un œil sur le spectre électromagnétique. On a également des images de trajectoire d'un drone qui s'appelle le TB2 Bayraktar. C'est un drone de fabrication turque qui a été acquis récemment par l'Ukraine et qui dispose d'ailleurs d'une capacité de combat. C'est une sorte de Reaper. L'Ukraine les utiliserait pour s'approcher de la frontière et surveiller ce qu'il se passe de l'autre côté et donc d'avoir une certaine autonomie sur l'analyse du renseignement sans passer uniquement par les Américains. Sa portée de détection reste assez limitée du fait de son altitude moyenne et il est certain qu'en cas de déclenchement du conflit, la Russie les abattra très rapidement car il est très lent et n'est absolument pas furtif. Toutefois, en cas de guerre ponctuelle, il pourrait faire quelques frappes sur les troupes russes, mais il est plus probable que les Russes balayent le ciel devant eux, laissant peu d'opportunités d'utilisation à l'Ukraine de cet appareil. Ce que l'on remarque également quand on regarde les cartes que je vous ai montrées là, c'est la quasi-absence de pays européens dans les moyens que l'on a là ici.
Les seuls pays européens présents sur cette carte sont le Royaume-Uni avec les RC-135, également les P-8 Poséidon, et la Suède avec des S-100 et S-102. La France n'apparaît pas, mais on sait que la France effectue des missions de son côté. Je vous renvoie vers une vidéo précédente que j'avais faite où on voit des avions français qui ont été interceptés par des chasseurs russes en mer Noire. Donc la France est aussi active. La différence, c'est qu'elle ne communique pas publiquement sur ses missions. Ça reste un domaine qui est relativement secret en France. Ce qu'on remarque également, c'est que on a la Crimée qui est surveillée. Donc la mer Noire fait l'objet de toutes les attentions des appareils de surveillance, notamment des RC-135 Rivet Joint, des P-8, des EP-3, également du TB2. Voilà, vous avez les différentes trajectoires, les différentes couleurs. Pourquoi les TB2 surveillent cette bordure sud de l'Ukraine ? Bien, parce que, souvenez-vous, la Russie a annexé la Crimée en 2014, qui était un territoire ukrainien. La raison est que la Crimée héberge une énorme base navale russe stratégique pour la Russie, car elle lui permet d'accéder directement à la mer Méditerranée. À l'époque, la communauté internationale était restée les bras croisés devant cet acte d'invasion. Voulant éviter un conflit direct avec la Russie, personne n'avait bougé, hormis quelques protestations verbales. L'Ukraine ne souhaite pas que l'affaire se reproduise avec sa frontière à l'est, ce qui est compréhensible. Elle craint également que la Russie vienne attaquer ses flancs, car des chasseurs sont basés en Crimée. Mais l'OTAN pourrait aussi craindre autre chose de beaucoup plus gênant. Si la flotte de la mer Noire venait à prendre la mer en nombre, on pourrait craindre une forme de blocus sur la mer Noire, empêchant les forces navales de l'OTAN de venir se prépositionner dans ce secteur et les empêchant ainsi d'être apportés pour les avions opérant depuis ces porte-avions. Cela isolerait encore plus l'Ukraine sur ce flanc-là. Le porte-avions français Charles de Gaulle est d'ailleurs actuellement en mer Méditerranée, pas bien loin, et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres porte-avions, un porte-avions américain, l'Italie a également son porte-avions qui est en mer Méditerranée. Donc il y a quand même des moyens qui peuvent être rapidement déployés en mer Noire si le besoin s'en fait sentir, à condition que la Russie ne fasse pas un blocus. Voilà pourquoi l'OTAN garde un œil sur les forces russes de la région, car la Russie pourrait parfaitement entraver toute tentative de renfort de l'OTAN dans cette région. À l'extrême nord, on remarque d'autres missions, des P-3, des P-8, les S-102, qui se concentrent sur la mer Baltique. Pourquoi surveiller cette zone alors que la tension est en Ukraine ? Eh bien parce que les Russes montrent aussi une activité importante en mer Baltique et l'OTAN pourrait craindre, en cas de conflit ouvert, que la Russie ouvre un autre front avec sa flotte du Nord. Il y a aussi des craintes que la Russie détourne l'attention des Occidentaux en augmentant son activité. Donc on garde un œil sur ce qui se passe sur la flotte de la mer Baltique, de façon à ne pas perdre la trace des navires qui évoluent dans ce secteur si on a besoin de les suivre plus tard. La Suède est justement très active car directement concernée, on s'en doute, ses frontières sont quand même très proches, mais c'est aussi un des rares pays en Europe à avoir maintenu sa flotte d'avions de renseignement, notamment les S-102, depuis la fin de la guerre froide. Un article d'ailleurs très intéressant a justement été publié dans le magazine Air Forces Monthly en décembre dernier sur la flotte d'avions suédoise, mais aussi dans un numéro spécial de Air Combat Journal en 2021 consacré aux avions espions, spy planes. Deux lectures que je recommande. On va commencer maintenant à se poser les questions qu'on avait dit au départ. La Russie envahira-t-elle vraiment l'Ukraine ? C'est la question qui inquiète la communauté internationale actuellement. Les Occidentaux se montrent particulièrement alarmistes depuis plusieurs semaines, ne cessant de dire qu'une action militaire de la Russie serait imminente. À la date où j'enregistre cette vidéo, on est le mardi 22 février 2022, on sait que la Russie a reconnu hier l'indépendance du Donetsk et ordonné à l'armée russe d'assurer le maintien de la paix de ces secteurs. Des chars russes auraient d'ailleurs été aperçus dans la province et donc en territoire ukrainien. Si c'est avéré, il s'agirait d'une violation des frontières de l'Ukraine et donc une violation du droit international.
Mais il faut savoir que l'Ukraine n'a plus le contrôle de cette région depuis 2014, suite à de nombreux cas d'avions abattus par les séparatistes pro-russes. On se souvient, entre autres, de la méprise sur le MH17 qui avait été abattu. L'Ukraine n'a donc plus mis le pied dans cette zone et ne la contrôle plus depuis ce temps-là. Elle est donc perdue pour l'Ukraine depuis longtemps. Il n'est donc pas surprenant que cette province proclame son indépendance. Soit dit en passant, le pouvoir ukrainien n'a pas été un enfant de cœur dans la région. Il y a aussi eu des exactions qui ont été commises, et ce, des deux côtés. Donc il faut être conscient que dans cette affaire, les deux côtés ont des torts. La guerre n'est jamais propre, c'est évident. Les missions de renseignement montrent une concentration de troupes russes comme jamais observée depuis la fin de la guerre froide. Plus de 110 bataillons et 150 000 troupes, et on estime que ce chiffre devrait grossir encore, peut-être même à 190 000. Pourquoi masser autant de troupes si c'est uniquement pour gesticuler ? Il est évident que Poutine entrera dans la province du Donetsk. C'est ce qui visiblement s'est passé ces dernières 24 heures. La question qui inquiète la communauté internationale n'est donc pas sur cet aspect du conflit, mais plutôt sur est-ce que la Russie compte aller plus loin que la simple province du Donetsk et du Donbass ? Et il est loin d'être aussi facile de répondre à cette question. Si l'objectif avait été de seulement prendre le Donetsk et le Donbass, un tel déploiement de troupes n'aurait pas été nécessaire. Faut-il y voir une volonté de la Russie de dissuader l'Ukraine de s'y opposer ? Ce n'est pas impossible. Mais le rapport de force est largement en faveur de la Russie, très très largement. Quels seraient les objectifs de la Russie ? La Russie fait pression pour récupérer ses territoires à majorité russophone, arguant que Kiev commettrait des exactions à leur encontre. Ce qu'il faut reconnaître est exact depuis plusieurs années. Mais cela, les médias occidentaux en parlent très peu. C'est un peu comme ce qui s'était passé au Kosovo. Les Serbes menaient des exactions sur la population kosovare et cela avait déclenché l'action des Nations Unies. La Russie cherche le même prétexte et ferait tout pour créer les conditions d'une réaction de sa part pour justifier son invasion d'une partie de l'Ukraine. La différence est que dans le cas du Kosovo, ce sont les Nations Unies qui étaient intervenues. Or là, c'est la Russie qui décide seule. Mais depuis toutes ces années que dure le conflit, qu'a fait la communauté internationale ? Rien. Il n'est donc pas surprenant que Poutine intervienne alors que cela fait plusieurs années que la communauté internationale ne bouge pas. Je ne suis pas en train de légitimer l'action de Poutine, je fais juste un constat. Quelles en seraient les conséquences pour l'Europe ? Ne nous faisons pas d'illusions, le nombre très important de moyens terrestres déployés par la Russie permettrait à la Russie de prendre possession d'une grande partie du territoire ukrainien en quelques jours, avant même que les Occidentaux ne puissent réagir, et lui permettrait de tenir le terrain sans aucune crainte. L'Europe est face à ces contradictions. Elle a négligé son armée depuis 30 ans et serait incapable de faire face à la Russie sans les Américains. On le voit très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les moyens de reconnaissance déployés sur le terrain, avec la faiblesse des moyens européens. Les conséquences directes seraient surtout économiques. L'Allemagne est très dépendante du gaz russe et en cas de conflit, la Russie pourrait très bien couper les vannes. On comprend mieux pourquoi l'Allemagne est complètement effacée dans cette crise depuis le début. On ne l'entend quasiment pas. Mais une telle action aurait aussi des conséquences importantes pour la Russie qui n'est pas en grande forme économique et se verrait privée d'une partie de ses revenus gaziers. Mais c'est aussi le prix du pétrole et du gaz qui pourrait flamber en cas de conflit, alors qu'ils sont déjà très hauts. Tant que le conflit reste cantonné à l'Ukraine, le risque sécuritaire pour l'Europe reste toutefois très faible. Comment l'OTAN pourrait répondre à cette invasion et à quel genre de conflit pourrait-on s'attendre ? L'envoi de troupes au sol sera très certainement limité, voire quasi inexistant. L'OTAN va surtout surveiller la situation et aider le pouvoir ukrainien.
Ce qui est déjà le cas puisque les Américains ont commencé à envoyer du matériel. On a également certains pays qui ont envoyé des missiles anti-chars pour que l'Ukraine puisse faire face aux blindés russes. Mais pour l'instant, l'OTAN et l'Europe ne souhaitent pas s'engager plus. Ce que l'on craint davantage, comme je le disais, c'est que la Russie aille au-delà du Donbass et de Donetsk et renverse le pouvoir ukrainien. Si Kiev est attaqué, alors je pense que la donne pourrait changer. Mais je pense que les Russes ne sont pas suffisamment stupides pour faire cela. Depuis 20 ans, la Russie a progressivement annexé plusieurs régions. Et ce qui se produit en Ukraine est dans la continuité de ce qui a déjà été fait. La Russie veut étendre sa frontière vers l'ouest, ça c'est une évidence, et il est également évident que c'est une stratégie de la Russie sur le long terme. La Russie ne s'arrêtera pas là. Mais Poutine sait qu'en grignotant petit à petit du terrain, il évite à chaque fois une confrontation directe avec l'OTAN. À plus long terme, je pense que les projets de Poutine visent à conquérir davantage de terrain ukrainien, et notamment pour relier la Crimée, et peut-être même jusqu'à Odessa. Mais ce n'est que mon avis personnel, on verra à l'avenir si j'ai raison. La guerre va donc surtout concerner l'Ukraine et la Russie. La Russie a fortement modernisé ses chasseurs avec notamment des Sukhoi 35, des Sukhoi 30, qui ont une capacité de tirer des missiles à guidage radar actifs à longue portée. Capacité que n'a pas l'Ukraine. La chasse ukrainienne se ferait, selon moi, balayer du ciel rapidement, permettant à la Russie d'obtenir rapidement la maîtrise du ciel. Le magazine, encore Air Forces Monthly, du mois de mars, qui est paru donc tout récemment, dresse une image très intéressante des forces aériennes russes et ukrainiennes. Considérant que l'Ukraine a de quoi s'opposer un peu aux Russes, je suis au contraire un peu plus réservé sur la capacité de l'aviation ukrainienne à pouvoir porter des coups importants à son adversaire. La Russie a de nombreuses bases non loin de la frontière et a notamment envoyé en février des Sukhoi 35, la version la plus évoluée du Sukhoi 27, en Biélorussie pour participer aux exercices. Nul doute que ces avions, même si l'exercice est terminé, sont toujours en Biélorussie. La Russie pourrait attaquer la chasse ukrainienne par le flanc nord, ou pire, l'attaquer lorsque les avions basés plus à l'est se retireront plus à l'ouest. La Russie a parfaitement placé ses pions, et l'Ukraine ne pourra rien faire si ce n'est résister comme elle pourra. Et cela, c'est en considérant que la Russie ne fera pas directement les bases ukrainiennes pour clouer au sol l'armée de l'air ukrainienne. Je ne pense pas que ce soit ce que prévoit la Russie pour l'instant. Tant que l'Ukraine n'attaque pas, la Russie laissera les bases ukrainiennes tranquilles. Mais si l'Ukraine riposte, à mon avis, la réponse russe sera brutale et radicale. Selon moi, en moins d'une semaine, la Russie peut avoir balayé l'aviation ukrainienne du ciel. Le risque pour les avions ukrainiens ne serait pas uniquement dans la chasse adverse, mais également dans la multitude de systèmes solaires russes que la Russie a déployés dans la région, notamment des S-400, qui pourraient couvrir efficacement les chasseurs russes en opérant depuis le territoire russe. La difficulté pour l'Ukraine serait avant tout de détruire ces systèmes, pas seulement les S-400, il y a d'autres systèmes SAM qui seront également dans la région, afin de pouvoir s'assurer une forme de domination aérienne et opérer librement pour frapper ensuite les troupes russes au sol. Sauf qu'elle n'en a pas la capacité. Toutefois, l'Ukraine pourrait opposer une défense aérienne importante face à la Russie parce qu'elle a encore de nombreux systèmes solaires SAM hérités de la Russie qui sont toujours en service. Et la Russie va privilégier d'opérer ces avions sous la protection de ces missiles solaires S-400 mais également des autres systèmes. L'Ukraine pourrait opérer des SA-11 Cub, ce qu'on appelle des Gadfly, qui ont une capacité de tir à moyenne et haute altitude. Ce sont selon moi les premiers systèmes SAM que l'armée russe décidera de détruire si l'Ukraine riposte. Pour cela, la Russie peut compter sur ses Sukhoi 34 qui ont une capacité de suppression des défenses aériennes ennemies, ce qu'on appelle la capacité SID, et elle en a suffisamment à sa disposition pour se débarrasser de cette menace. Une fois les SA-11 détruits, la Russie pourra opérer tranquillement à haute altitude sans être inquiétée. Bien entendu, l'Ukraine
à des systèmes pouvant opérer à basse et à moyenne altitude, mais tant que les avions restent à haute altitude, ils seraient hors de portée de ces menaces et donc en sécurité. Les bataillons russes ont aussi une panoplie complète de systèmes SAM modernes, notamment des systèmes Tor, Tunguska, et également de canons anti-aériens. De quoi dissuader les avions d'attaque ukrainiens de venir s'y frotter. Ce serait clairement des missions suicides pour les avions ukrainiens. Sans compter que les S-400 peuvent parfaitement couvrir les opérations en territoire ukrainien tout en étant en Russie. En conclusion, l'avantage est clairement pour la Russie. Et celle-ci manœuvre très habilement sur la scène diplomatique pour permettre à ses forces sur le terrain d'opérer tout en douceur, sans la moindre opposition. L'événement qui pourrait faire basculer la guerre, c'est la réaction ukrainienne. Kiev est pris au piège. Si elle réagit, c'est la guerre et une défaite assurée. Tant que les Russes ne marcheront pas vers Kiev, personne parmi la communauté internationale ne bougera le petit doigt. Pas même les États-Unis, et encore moins l'Europe qui n'a plus de capacité militaire digne de ce nom, hormis encore la France, mais dans un format trop petit, pour peser à elle seule et donc pour s'opposer à la Russie. Au-delà de ce conflit aux portes de l'Europe, il y a un autre pays qui, à n'en pas douter, regarde ce qui se passe avec la plus grande attention. C'est la Chine. La Chine met depuis plusieurs années une pression énorme pour reprendre et suggérer également une invasion de Taïwan. Si on laisse la Russie faire ce qu'elle fait actuellement, la Chine ne pourrait-elle pas être tentée de faire de même pour Taïwan? La question mérite d'être posée. Je ne dis pas que l'on va vers une troisième guerre mondiale, mais souvenons-nous de l'histoire et de comment la deuxième guerre mondiale a commencé. On a laissé l'Allemagne envahir plusieurs pays. Pareil pour le Japon. On n'a pas réagi et on sait comment cela a fini. Attention à ne pas commettre les mêmes erreurs et à laisser trop durer les choses jusqu'à arriver au point de non-retour. Merci à The Warzone pour cet article et à Air Forces Monthly également pour les informations très intéressantes de son magazine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker et je vous dis à bientôt.